Et bonjour, c'est l'heure de l'article scientifique, c'est l'heure du segment recherche, qui ne sera pas un segment, mais en fait un autre type de vidéo, une autre série de vidéos. J'ai pris cette décision parce qu'en fait, ça va être très long, enfin, ça va durer un bon gros quart d'heure. Et je pense que c'est un peu long pour l'insérer dans une vidéo apparente, avec d'autres choses. Et ça permet, en l'ayant de façon isolée, si vous voulez le regarder, vous pouvez le regarder. Ceux qui ne veulent pas le regarder, ne le regardent pas. Et ça m'évite des commentaires en me disant ton segment de recherche, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est la décision que j'ai prise. Et je vais lire beaucoup sur mon ordinateur. Je vais pas trop vous regarder là, je vais lire plutôt ici. Enfin, je vais essayer de vous regarder, mais c'est pas dit que j'y arrive tout le temps. Parce que sur mon ordinateur, en fait, j'ai pris en note ce que je voulais vous raconter pour avoir un flux de pensée qui se tient à peu près. Vous allez voir, ça peut aller un peu dans tous les sens. Je vais un peu dans tous les sens. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. L'article dont je vais vous parler s'appelle Knitting and the City. Et ça a été écrit par Laura Price, a priori vers la fin de sa thèse en 2015. C'est un article qui a été publié à Geographic Compass. Donc déjà, ces informations-là nous disent qu'on va parler de tricot et de géographie, ce qui est assez étonnant. Je ne les aurais pas mis ensemble. Mais quoi qu'il en soit, en fait, elle introduit l'activité du tricot dans le champ scientifique qu'est la géographie et dans le champ social et politique. Alors, elle introduit son papier sur une phrase en anglais qui est une phrase de Joe Turney en 2009 qui nous dit que knitting represents a democracy of objects and practices so prolific, so mundane that it isn't noticed, it is taken for granted. Its cultural stigma belies its complexity and skill. Knitting is overlooked. En gros, dans une traduction à la louche, le tricot représente une démocratie d'objets et de pratiques si prolifique et si mondain au sens de divertissant, qu'on ne la remarque pas, on la prend pour acquise. Le stigma culturel du tricot nie sa complexité et les compétences qu'il requiert. En somme, il est supra-sous-coté. Et ça, on le sait. On le sait, on le sait. Au moment où elle écrit le papier, donc on est en 2015, et elle nous dit, au-delà de cette phrase, dans les 15 dernières années, le tricot a gagné en popularité et en visibilité. On peut dire maintenant que ça fait 25 ans, du coup, qu'il y a de plus en plus de groupes de tricot, de communautés de tricot, de festivals de tricot et de laine. Un superbe réseau social qui s'appelle Ravelry, Instagram, YouTube, le NitTube, le TricotTube, on est là. Et en fait, l'émergence de ces communautés pose quand même la question du tricot d'un point de vue social, politique et dans le tissu urbain. Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les relations qui naissent de ces communautés de tricot? Comment ces communautés se fédèrent et peuvent éventuellement essayer de passer des messages? Cette question-là, elle est assez étrange parce que, enfin, elle est assez novatrice parce que le tricot, ça fait des milliers d'années que ça existe et on est hyper familier de cet artisanat. En fait, on ne le pratique pas tous, mais par contre, on a tous déjà porté un pull tricoté, main ou machine. Et du coup, on oublie, voire on moque cet artisanat de vieille bique pas très stylé, a priori. Hein, c'est l'étiquette que les novices et les mécréants ont de nous. Donc voilà, ça pose le contexte là. Donc, on est sur un artisanat qui est très négligé, qui est souvent un peu rejeté du dos de la main en disant non mais c'est bon on sait. Mais finalement il y a quand même des émergences de communautés qui peuvent intéresser dans les liens sociaux, politiques et urbains que ça crée. C'est la synthèse de cette introduction. Donc il y a ça. Et cet enthousiasme, en fait, il est quand même à nuancer. Cet enthousiasme du tricot loisir, il est à nuancer parce que certaines personnes, en fait, elles travaillent. C'est leur travail de tricoter. Et si ça peut être empouvoirant de tricoter loisir ou d'avoir choisi ce métier-là, dans certains cas, ça peut être extrêmement oppressant. Et on a énormément de problématiques liées aux impacts et aux risques sociaux
de l'industrie textile et donc du tricot par extension. Donc ça, on ne l'oublie pas. Mais, et en fait, ça pose, dans ce contexte-là, dans un contexte où il y a des communautés émergentes dans un artisanat qui est vieux comme le monde et avec des inégalités quant à l'appréciation ou pas de l'artisanat, en fait, il y a un potentiel politique extrêmement puissant qui va derrière. Et c'est pas pour rien qu'il y a certaines personnes qui s'engagent dans ce qu'on appelle le craftivisme, donc l'activisme par l'artisanat, l'activisme par le craft, et qui amènent une pratique qui est jusque-là intime, domestique, voire opprimée, à une pratique de la rue, une pratique festive, ludique dans la rue. Il y a un décloisonnement de cette vie-là, de ce travail-là, de cette activité-là. Et si jusqu'alors c'est assez subversif en fait de tricoter dans les transports en commun, de tricoter à la terrasse d'un café, on n'en voit pas beaucoup. On est beaucoup de tricoteuses, mais on n'est pas beaucoup à tricoter dehors. Donc c'est encore assez subversif de faire ça. Le craftivisme, comme le yarn bombing, c'est le fait de mettre des ouvrages en laine, des ouvrages tricotés ou crochetés sur des arbres, sur du mobilier urbain. En fait, ça amène la pratique et ça tend à reprendre possession de l'espace public pour le rendre plus confortable, plus accueillant, plus fun. Les femmes dans l'espace public, c'est une problématique. Pouvoir s'exprimer en tant que femme dans l'espace public, c'en est également une. Et en fait, le yarn bombing, avec les altérations que ça amène, ça permet de mettre en lumière des espaces et des choses qu'on ne voit pas, ou qu'on ne voit plus, et auxquelles on ne pense plus. Et quand je vous parle de l'expression des femmes dans l'espace public, ce qui est assez rigolo, mais rigolo et représentatif de la vision genrée qu'on peut avoir, c'est que le yarn bombing, il a été décrit par Werle ou Verle en 2009 comme étant the most inoffensive graffiti in the world, ou quelque chose comme ça. Alors attendez, je vous le retrouve. The most inoffensive graffiti in the world, ou The Fluffy Face of Graffiti par Lewis. En fait, ça montre bien, en fait, le graffiti, c'est une altération de l'espace public qui est un peu plus durable que le tricot, puisqu'on ne peut pas le découper comme ça, il faut repeindre. Mais par l'appropriation, par l'altération de l'espace public, que ce soit par du graffiti pur au pinceau ou à la bombe, ou par le yarn bombing, en fait, ça reste une altération et une appropriation d'un espace public. Et ces choses-là ne sont pas autorisées. Mais par contre, en tant que most inoffensive graffiti in the world, c'est décriminalisé. On a le droit de poser de la laine sur des arbres, on a le droit de poser de la laine sur du mobilier. Et c'est assez rigolo, c'est à croire qu'en tant que femme, on ne peut pas faire des choses criminelles, on ne peut pas être activiste, on ne peut pas faire peur à nos politiques. Voilà, je trouve ça... j'ai trouvé l'anecdote un peu sympa. Donc c'est pour ça que je voulais partager. Quoi qu'il en soit, l'activisme, le craftivisme, ça vient avec un renforcement du sentiment de communauté. Puisque ces actions, ces interventions, comme elle appelle ça, les interventions dans l'espace public, c'est le fruit d'un travail qui est collectif et qui soit vient d'un groupe préexistant, je me rassemble avec mes copines pour fabriquer des ouvrages qui vont aller sur des arbres pour la fête des voisins, ou ça va créer des groupes, c'est la fête des voisins, on se dit que c'était cool de mettre de la laine sur des arbres, est-ce qu'un groupe de tricoteuses ou de crocheteuses est motivé? Donc ça permet quand même de souder des communautés et d'apporter à ce sentiment d'appartenance. Et donc à renforcer le lien social. Dans ce contexte-là, également, dans cette question de l'appropriation de l'espace public, ça remet aussi la question du rythme, du temps, du lien au centre. Ça réenchante un quotidien et ça donne un sens à nos vies. Par exemple, on voit un ouvrage tricoté sur un banc, on va vouloir s'y installer, c'est accueillant, c'est cosy, on va pouvoir ralentir. Donc ça remet un sens à nos vies qui sont privées de créativité et de communauté. On est tous très seuls, embarqués dans nos vies par le rythme effréné du capitalisme. Je suis de gauche. Pas des os. Laura Price, quand elle écrit tout ça, elle propose de considérer que si les groupes de tricot sont si populaires, c'est parce qu'il y a la combinaison de 3 facteurs.
qui, je vais vous les dire, vous allez me faire oui, ça on sait, mais il faut les écrire à un moment donné. Ces 3 facteurs, c'est le fait de faire, le fait de fabriquer des choses, le fait d'être enthousiasmé par ce processus-là, et le fait qu'il y ait un partage et un sentiment de communauté. Ce partage, en fait, on ne pourrait pas tricoter si on n'avait pas nos mères, nos grands-mères, nos youtubeuses préférées, les podcasts tricot pour nous donner des conseils et pour partager. Ce sentiment de communauté qui vient dans ce partage-là est l'essence même actuellement d'une phrase qui est également citée dans l'article ça a été dit par Gauntlet en 2011, qui est Making is connecting. Faire, ça connecte. Faire, c'est connecter les gens entre eux. Et que ce soit tant d'un point de vue strictement artisanal de la création, puisqu'en fait on va prendre des choses, on va les mettre ensemble pour fabriquer des nouvelles choses, mais aussi dans l'aspect social que ça revêt. Et le tricot, en fait, c'est vraiment la quintessence de ça. On prend un bout de laine, on fait des trucs avec, ça sort un objet, et en plus, on partage, on rentre dans des réflexions avec nos copines. Donc voilà pour ça. Making is connecting. Et ça, c'est une phrase que je trouve très belle. Laura Price, et c'est très important de le noter, et à juste titre, elle le note, elle insiste bien sur le fait que cette vision de l'artisanat loisir s'est ancrée dans des communautés qui sont aisées, presque bourgeoises dans la façon d'être, puisque tricoter un pull, ça prend clairement plus d'argent et de temps que d'aller l'acheter en ville, tout droit sorti de la fast fashion. Et ces pratiques, elles s'inscrivent aussi, le fait de fabriquer ces vêtements, ça s'inscrit aussi dans une volonté personnelle de différenciation et d'affirmation de ses goûts et de son identité. Je ne jette la pierre à personne, c'est une réalité. Et ça, c'est relativement bourgeois dans la façon de faire. Elle n'oublie pas non plus, et ça c'est aussi important de nuancer encore une fois ce propos, en parlant des artisanes qui sont plus distancées, qui font pour le processus de faire et pas tant pour l'objet fini. Et la pratique, elle s'inscrit plus dans un attachement et un amour à cet artisanat qu'on pourrait considérer comme durable, puisque dès lors qu'on tricote et qu'on s'extrait de la fast fashion, en fait, on se retrouve aussi à avoir une pratique qui est plus durable d'un point de vue strictement du développement durable. Voilà. Je vous épargne la dernière section qui fait un lien métaphorique entre le tricot et le tissu urbain. Le tricot, fabriquer des tissus, et le tissu urbain. Dans sa structure et dans son architecture. J'ai vraiment pas tout saisi. Clairement, j'ai pas compris. Parce que je ne suis pas du tout architecte, pas du tout génie civil, pas du tout urbaniste, et vraiment ça a dépassé largement mes compétences, et donc vous le transmettre est juste absolument impossible. Donc j'ai sauté directement à la conclusion du papier, où Laura Price, elle insiste bien sur... Pour revenir sur la naissance de cet article, c'est vraiment un article de synthèse sur ses travaux de thèse. Et des travaux de thèse, si vous ne le savez pas, ça ouvre davantage de portes que ça n'enferme. C'est ce que je vous disais un petit peu au début. Et là, ce papier, en fait, il insiste sur l'intérêt de porter un focus de la recherche sur le tricot comme transformation, comme vecteur de transformation sociale de nos communautés et de la vie urbaine. Et ça questionne également la façon dont on consomme la mode. Ça passe par la question du craftivisme comme le yarn bombing, et elle interroge, en fait, elle pousse à s'interroger sur l'intentionnalité, la visée politique et le côté ludique qu'on peut mettre à notre craft et éventuellement au yarn bombing ou à d'autres expressions publiques de cet art-là. Et enfin, elle conclut son papier en décrivant le tricot comme étant un artisanat, je vais vous le dire en anglais pour vous le retraduire derrière, undervalued, undersearched and more than cozy craft, donc un artisanat qui est sous-coté, peu recherché et surtout extrêmement cozy. Et voilà. Je vous laisse là, n'hésitez pas, on peut débattre en commentaire s'il y a des choses qui vous ont choqué. Ça m'a beaucoup plu de vous faire la synthèse de cet article-là. N'hésitez pas à aller le lire et éventuellement me dire si vous comprenez la troisième partie. Et
Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!